Alors, et donc, la question fondamentale, c'est comment transmettre une médecine traditionnelle liée à une tradition particulière à une société qui n'est plus traditionnelle comme l'Occident et qui raisonne sur d'autres principes. Alors, je reprends des notions de base que beaucoup d'entre vous connaissent. Qu'est-ce qu'une médecine traditionnelle? Donc, c'est une médecine qui se rattache à une tradition et qui est l'application de principes universels, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même les principes universels de cette tradition. Ainsi, pour l'acupuncture, ces principes, vous les connaissez, c'est le Tao, le Yin-Yang, le ciel-terre, le ciel, l'homme et la terre. La tradition, ça veut dire transmettre, hein, c'est ce qui est transmis depuis l'origine. Ça vient du latin, transdo, trado, hein, c'est trans et do, c'est donné par-delà ou au-delà de l'homme. L'origine dans les traditions est toujours mythique et non pas historique. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça veut dire qu'on ne se rapporte pas à une histoire temporelle, on se rapporte à une histoire qui est éternelle. Le mythe, c'est ce qui raccroche une civilisation à la nature fondamentale des choses. Hein, c'est pour ça qu'on parle d'origine non humaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un individu ou à une personne. C'est-à-dire que la source fondamentale d'une tradition, c'est qu'elle tire son origine du principe premier. Hein. Et pour René Guénon, qui est le témoin de la tradition, transmettre au plan traditionnel, c'est transmettre une influence spirituelle. Alors l'influence spirituelle, pour Guénon, ça se définit de la façon suivante, c'est ce qui permet d'être mis en contact avec des états supra-individuels, c'est-à-dire que il s'agit pour l'être humain de dépasser son individualité, c'est-à-dire d'accéder à quelque chose d'universel en lui et de vivre selon cet universel. Parce que nous sommes quand même des êtres humains, nous allons mourir un jour, mais il y a une éternité en nous. Donc comment on peut vivre cette éternité et la réaliser de façon à devenir immortel, comme les sages de la Chine ancienne. Et alors cette influence spirituelle, elle est transmise à travers ce qu'on appelle les initiations. Et ensuite, il s'agit à celui qui a reçu l'influence spirituelle de réaliser la conquête de ces états supra-individuels, de ces états supérieurs de l'être. Alors, dans les caractéristiques de la tradition, elle est une, mais elle peut prendre des différentes formes. C'est pour ça qu'on retrouve toujours les mêmes notions à l'intérieur des formes traditionnelles, mais vous avez des traditions occidentales comme la tradition chrétienne, islamique, juive, etc. La tradition chinoise, la tradition hindoue. Donc ce sont des formes différentes, mais elles ont toutes un point commun qui est commun, et elles ont toutes des principes universels qui sont communs. Elle est intemporelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle ne se rapporte pas à une question temporelle, elle est donc permanente, c'est-à-dire qu'elle est toujours sous-jacente à tout ce qui se passe. Et dans la mesure où elle est sous-jacente, elle peut s'occulter, mais elle peut aussi réapparaître. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, il s'agit de rentrer en contact avec elle. Alors, dans une médecine traditionnelle, c'est une médecine donc qui va s'enraciner dans une tradition spirituelle, une médecine qui s'enracine dans une origine mythique ou immémoriale. C'est pour ça que tous les textes commencent par Ponty, Chipo, etc., ou Shennon pour la pharmacopée. C'est une médecine qui s'enracine dans la métaphysique, c'est-à-dire dans les principes universels, et il n'y a pas de physique sans métaphysique, comme disait Jean-Marc Espy. Et c'est une médecine qui contient tous les principes de la tradition à laquelle elle appartient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un principe de cette tradition et pas les autres, elle appartient à tous. Alors l'acupuncture, elle fait partie donc de la tradition chinoise, elle contient en elle-même l'entièreté des principes de la tradition chinoise, comme on a vu tout à l'heure. Elle est l'application de ces principes à la connaissance de l'homme et du corps humain, hein, l'application du yin-yang, et c'est une connaissance, entre autres, du souffle qui est fondée sur le chêne et l'esprit, et elle a un mode de connaissance qui n'est pas un mode de connaissance expérimental, comme on a, il y a une expérience qui, bien sûr, qui est produite chez les médecins, mais elle est surtout une connaissance symbolique et analogique, c'est-à-dire que, bon, vous le connaissez, vous voyez bien, quand on parle du bois, on parle du foie, on parle de beaucoup d'autres choses que le foie, de tous les phénomènes d'extériorisation, de correspondance, etc. C'est-à-dire qu'il y a une façon de penser qui est tout à fait différente de la science occidentale. Alors, cette transmission, comment se transmet cette médecine? Donc en Chine, elle se transmet souvent de père en fils, et on raconte qu'on allait voir un acupuncteur que de 3e génération, parce qu'il y avait suffisamment de réalisations qui étaient faites, de connaissances. Elle peut se transmettre auprès d'un maître. Alors, la transmission auprès des maîtres, quand on lit les textes, au début, vous venez, il vous dit rien, il vous regarde pas, puis après, il vous adresse une parole, puis au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a toute ce type de transmission est une transmission qui fait que c'est vous qui devez découvrir les choses. Et moi, j'avais contacté des compagnons en Occident, puisqu'ils font partie aussi d'une science traditionnelle, et à l'intérieur de ça, il vous dit,
vous allez le trouver, vous lui dites mais moi c'est ça la solution à tel problème. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Cherche. Et puis un jour il vient, il dit c'est ça. Et l'autre il dit oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'acquisition. C'est pas comme l'enseignement qu'on connaît nous, l'enseignement qu'on a, où on apprend des notions et des connaissances. Là, il y a une connaissance qui est transformation intérieure. Et l'acupuncture et les sciences traditionnelles, pour nous l'acupuncture, est un des moyens de créer cette transformation intérieure. Et dans le cadre du et donc elle se situe en Chine aussi dans le cadre donc du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme. Alors, transmission à l'Occident. Alors, bon, est-ce que c'est possible? Je réponds oui, parce qu'elle est vivante. On ne pourrait pas partir de quelque chose qui est mort. Il y a donc des représentants authentiques de cette tradition. Mais, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, on n'est pas chinois. Sauf un être très, très jeune dans le milieu chinois, on n'est pas chinois. On a donc nécessité d'une transposition. Et donc il faut transposer et comprendre cette acupuncture et la mettre à notre sauce. Mais il y a des pays qui ont fait ça, alors peut-être de façon moins importante, mais le Vietnam, le Japon, la Corée, etc. ont aussi une acupuncture qui vient très probablement de la Chine. Et cette acupuncture, ils l'ont un peu mise à leur sauce, c'est-à-dire qu'ils l'ont un peu adaptée à leur civilisation. Alors bien que ça soit moins loin que nous, je pense que c'est aussi possible pour nous d'ailleurs, si vous êtes là, c'est que ça l'est. Alors, quelles sont les conditions pour une transmission correcte? Alors, il faut la recevoir de représentants authentiques. Être apte à la... Et deuxièmement, donc il faut qu'elle soit reçue, c'est-à-dire qu'on reçoive un enseignement ou une transmission. Et deuxièmement, être apte à la recevoir, c'est-à-dire avoir les qualités qui permettent d'adhérer à la totalité des principes qu'elle développe. Vous ne pouvez pas adhérer à deux principes et pas les autres. Il faut que vous compreniez ou que vous acceptiez l'ensemble de ces principes et que vous les receviez. Et que vous ayez la possibilité de les comprendre et de les intérioriser. Et troisième chose, nécessité d'appartenir soi-même à une tradition, et pour l'Occident, je vous ai donné de quelle tradition il pouvait s'agir. Alors, les erreurs à éviter pour un occidental, c'est croire que la science occidentale appartient au même domaine que la science traditionnelle. Moi, je pense que c'est deux domaines complètement différents. La science occidentale s'occupe du corps et du monde matériel, dans lequel elle réussit très bien d'ailleurs, mais elle ne saisit absolument pas ce qui est de l'ordre traditionnel. Elle n'a pas accès à cet ordre traditionnel. Et croire que la science occidentale peut juger d'une science traditionnelle, c'est une erreur fondamentale. Pour moi, je trouve que la science occidentale, où certains ont une prétention à vouloir juger de l'acupuncture, alors qu'ils sont absolument, ils n'ont absolument pas les moyens, ils n'ont absolument rien compris. Et en fait, quand je fais de la médecine occidentale, c'est-à-dire que je suis médecin généraliste, donc j'utilise la médecine occidentale parce qu'elle n'est pas sans intérêt, eh bien, ça me repose, parce que je me pose moins de questions. Au moins, on a des trucs à faire, on sait comment il faut faire, etc. Tandis que l'acupuncture, vous êtes là, est-ce que j'ai bien compris ce qui se passait, est-ce que j'ai bien compris? Vous êtes sans cesse remis en question. Dans la médecine occidentale, vous n'êtes pas fondamentalement remis en question, vous avez des protocoles, vous les mettez, etc. C'est-à-dire que dans la médecine traditionnelle, il y a une transformation de la personne, ce que vous n'avez pas dans la médecine occidentale. Et ça, je crois que c'est très très important, et que donc c'est véritablement un chemin pour nous très très intéressant. Alors, il y a des difficultés. Si les principes sont les mêmes dans toutes les traditions, le développement de la tradition chinoise et des traditions occidentales est différent. Alors je reviens sur ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure. En Chine, il n'y a pas de notion d'être, mais il y a une notion de mutation, de changement et de transformation. Yi Pian Hua, d'où la notion d'insaisissabilité du principe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas saisir le principe. Il vous échappera toujours, il sera toujours en mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui s'appréhende comme ça, c'est quelque chose qui passe et qui est là. Alors qu'en Occident, comme on a une notion de naître, de quelque chose qui est, il y a une notion d'immutabilité du principe. Alors, il faut quand même dire à ce sujet qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent. Les principes sont quand même universels. Il y a toujours un principe premièrement. Deuxièmement, Jean-Marc en a fait allusion tout à l'heure, il y a l'avoir et le non-avoir chez les Chinois qui se transforment l'un dans l'autre, c'est-à-dire manifester, non manifester, etc. Mais ça existe aussi chez nous entre la notion d'être et de non-être. Quand on lit certains mystiques comme Maître Eckhart ou comme Denis de l'Aréopage, il y a des notions qui sont extrêmement semblables, seulement elles ne sont pas traduites différemment. Parce qu'en Chine, la seule chose qui est constante, c'est le changement. Alors, les moyens de transmission de cette médecine, mais d'abord direct, il faut un maître authentique. Alors, je crois que c'est le cas de Patrick, donc il vous en parlera tout à l'heure.
Et indirect, alors nous on a quand même des transmissions par des hommes qui ont été en contact eux-mêmes avec des représentants autorisés, donc Soulier de Moran, Chanfreau, Guyenne Vanguy, etc. Donc il y a quelque chose de vivant qui a été transmis par là. Il y a les textes classiques. Alors les textes classiques, moi je pense que les textes classiques, ce sont des supports oraux de tradition orale. C'est-à-dire que, et j'étais content de lire ça dans l'exposé de Patrick, parce que ça fait longtemps que je pense ça, je me dis c'est des trucs qui sont incompréhensibles, mais il y a besoin d'un maître pour vous expliquer. Alors nous on n'a pas toujours les maîtres, donc, mais en se référant à certains aspects de notre propre tradition, il y a des choses qu'on peut peut-être comprendre. Et puis il y a les commentaires des textes classiques, vous savez que les textes classiques, il y a des tas de médecins qui sont venus, qui ont dit mais ça veut dire ça, il y en a un autre qui vient qui dit que ça veut dire le contraire, mais les deux sont vrais. Voilà. Et alors, comment actualiser cette transmission en Occident? À mon avis, il y a nécessité d'une transposition, donc notre mentalité est différente de celle des Chinois, nos formes traditionnelles sont différentes, et il y a un travail d'adaptation qui est fait à la fin, quasi exclusivement chez les médecins, donc qui implique la compréhension de cette médecine, des textes, de tout ce qu'elle comporte, de son aspect spirituel, de l'adapter à notre propre pratique et donc la confrontation clinique. Et j'ai rajouté l'invention dans le sens de trouver. Inventer, ça veut dire trouver, c'est-à-dire à travers cette recherche de trouver ce qui existe, ce qui est réellement derrière. Et donc l'acupuncture, c'est une chance pour la médecine occidentale. Je vous remercie. Bravo. Bien, un grand merci Gilles. Voilà, nous allons passer la parole à Patrick Chan. Patrick Chan qui est ethnomédecin et représentant d'une tradition médicale du docteur Léon. Patrick Chan, tu es à Port-Louis, à côté de Lorient. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Port-Louis, mais c'est merveilleux. Magnifique, c'est de l'autre côté de la rade. Voilà, de la citadelle. Voilà. Et là, bah, écoute. Et là, il y a la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes. Qui ont passé leur temps à faire l'aller-retour avec la Chine, avec les Indes. Donc voilà, c'est un bel endroit pour pratiquer. Ouais. Voilà, donc un lieu d'échange. Échange entre nos deux orateurs. Et apports qui auront lieu donc après l'intervention de Patrick. Voilà, et tu as la parole, Patrick. Alors, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc c'est une première pour moi et je suis vraiment honoré et ça me fait plaisir. Alors, je vois plein de cerveaux derrière plein de boîtes crâniennes qui n'ont pas fait les mêmes études, mais je pense qu'ils sont tous ici, on est tous animés par un même cœur par contre. Et c'est le cœur qui éclaire le cerveau, tout comme le soleil éclaire la lune. Et ce cœur, il cherche à comprendre, disons, l'humain dans toutes ses dimensions, le principe de la vie à laquelle il appartient. Et Jean-Marc a parlé de l'esprit d'ouverture, et c'est ça qui réunit généralement les humains qui cherchent à comprendre. Gilles a parlé aussi de ça à travers son texte, l'esprit d'ouverture, l'envie de comprendre. Alors pour ouvrir l'esprit, on peut ouvrir des livres, ça fait ouvrir les yeux. Mais il est important aussi d'ouvrir les oreilles. Les deux sont au même niveau. Et ça, c'est l'objet de la tradition orale. C'est-à-dire, on doit utiliser tous les moyens de captation de l'information et de les utiliser avec notre cœur. Donc, je voulais vous donner un tout petit aperçu, c'est-à-dire comment partir, entre guillemets, du cœur et d'une table rase du cerveau, c'est-à-dire on ne connaît rien, et essayer d'apprendre une médecine, qu'elle soit chinoise, ou d'une autre socioculture, mais qui soit naturaliste. Donc, j'ai pas eu le temps, et je m'en excuse, de vous présenter, de faire un PowerPoint, mais je voulais juste faire un petit crowbar vite fait. Et partir de... Ah, pardon, oui. Peut-être vous... Je vais peut-être te taper un micro, ça t'embête pas. C'est-à-dire vous donner... Ça, vous entendez, ouais. Un petit exemplaire, par exemple, un petit exemple de ce que le docteur Léon Coq-Yuen... Alors, j'ai oublié, pardon. Moi je compte pas beaucoup, je suis sur les épaules de quelqu'un qui est le docteur Léon Coq-Yuen, qu'ont connu, M. Schatz, qu'ont connu la Ville-Mairie, et bien d'autres, donc qui a enseigné pendant des années à Hong Kong, qui est passé en Amérique du Nord, qui a eu la toute première licence d'acupuncteur en Amérique du Nord, qui a ouvert la voie de cette médecine dans ce pays,
et donc qui était lui-même descendant de 15 générations de médecins de tradition familiale, pendant lesquelles on se formait effectivement avec le grand-père, le père. On faisait le tour des maîtres de l'époque, un peu selon le modèle du compagnonnage en Occident, et ensuite on pratiquait, on enseignait à son tour, et c'est comme ça que la tradition se perpétuait. Donc, quand on a commencé à étudier, par exemple, tout simplement le yin-yang, on est parti des bases. C'est-à-dire, on est parti de rien. On est parti de Tai Chi, de la grande poutre, de l'indifférencié. Et puis, on a vu que 1 donnait 2. C'est-à-dire que, en fait, le I Ching, il nous a présenté ça, il ne nous l'a pas dit comme ça, mais pour moi, c'était le livre de la Genèse. C'est-à-dire la création du ciel et de la terre. Hein, avec l'influence solaire, hein, et puis la lune qui apparaît quand on ne voit pas le soleil. Et ces influences ont pris un nom que vous connaissez tous. C'est l'influence solaire a pris le nom Yang, et si on regarde l'idéogramme, on comprend. L'influence lunaire, ou la partie matérielle, qui fixe la lumière, s'appelle Yin. Et donc, on a du Yang, on a du Yin, je ne vais pas vous refaire le cours là-dessus. Ensuite, je ne sais pas combien de temps, puisque le temps n'existait pas encore, il se met juste en route à ce moment-là. Une fois que le ciel et la terre sont formés, aussitôt, l'horloge se met en route. Alors effectivement, dans notre culture, Voltaire disait « cette horloge m'interroge, car je ne puis penser qu'elle existe et n'ait pas d'horloger ». Ça, c'est la question suivante. Toujours est-il qu'on est, dans la physique, ça s'appelle le continuum spatio-temporel. Là, on a un état, yin et yang, et là, on a des variations, yin et yang. Ça a donné donc le grand yang, le petit yang, etc. Vous connaissez également. On a un phénomène donc de montée et de diminution de la luminosité, et on arrive en acupuncture, on a ces 2 états, on a ces 4 états, et on arrive à un système en acupuncture que vous connaissez qui s'appelle les 6 divisions, où vous avez donc une répartition en 6 parties, avec une qui s'appelle le Jeon-Yang, c'est-à-dire qu'on est encore... Alors attendez, j'ai foiré mon truc, ça doit être là normalement, excusez-moi. Le Jeon-Yang, c'est-à-dire le soleil n'est pas encore levé, mais le jour se lève, donc c'est la naissance du Yang, c'est le Shaoyang, c'est le Jeon-Yang. Puis le soleil monte, c'est le Yang-Ming, Yang lumineux. Puis on est au zénith, au maximum, les ombres sont toutes petites et on a un maximum d'éclairage, donc c'est le Taiyang, c'est le grand Yang. Puis le Yang diminue et les ombres s'allongent et c'est le début du Yin, c'est-à-dire on est encore au-dessus de l'horizon, mais les ombres s'allongent, les nuages s'accumulent, le temps se rafraîchit. Début du Yin. Ensuite on entre en plein dans la nuit, c'est le grand Yin, Tai. Puis arrive la deuxième moitié, la fin de la nuit, qui est le Chui-Yin, l'extrémité, la fin de la nuit. Pourquoi ? Parce que le soleil est en train de danser, enfin c'est nous qui dansons, mais peu importe, et le jour revient. Donc, il nous a expliqué ça très simplement, rapidement, pour expliquer l'origine du nom des 6 divisions, par rapport au degré de luminosité, et avec le soleil qui mène la danse. C'est pour ça qu'il n'y a pas la fin du Yang, il y a la fin du Yin, et il y a le grand Yang, parce que c'est le soleil qui guide ce cycle. Ensuite, évidemment, ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on retrouve ça sur le corps humain, puisque les méridiens portent ce nom. Le Tsu-Tai-Yang, le Shu-Yang-Ming, etc. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez les gens sur la plage, la partie la plus bronzée, la plus exposée au soleil, c'est le Tai-Yang. Ensuite, vous avez le Yang-Ming, puis après vous avez les coutures, puis après vous avez les faces internes, qui sont moins exposées à la lumière. Donc, en fait, c'est pas disposé de la même façon, évidemment, parce que ça, c'est l'origine du nom, mais il disait, la première chose, avant d'extrapoler et de partir sur d'autres choses par rapport au nom des méridiens, ou de disséquer les idéogrammes qui les composent, c'est déjà de comprendre qu'au départ, c'est une histoire de lumière sur de la matière, et que c'est ce qui a donné le nom méridien. Bon voilà, c'est un petit exemple de démarrage à partir d'une... Alors c'est comme ça que le Neijing décrit beaucoup de choses, c'est-à-dire par analogie, comme tu disais, l'analogie avec les phénomènes naturels, puisque l'homme est un produit du ciel et de la terre. Le Neijing vient lui-même du I Ching, qui est une sorte de genèse, et qui lui-même est comme l'Iliade ou l'Odyssée, le produit de quelques milliers d'années antérieures de tradition orale où il n'y avait encore même pas de traces écrites. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ancien, et effectivement, on est toujours à la recherche d'informateurs qui soient capables de dire « Ok, le livre est un support de mémoire, il est essentiel parce qu'il permet de ne pas oublier, mais le logiciel, enfin pas le logiciel, comment dire, le système d'exploitation qui permet de comprendre ce qu'on lit, n'est pas toujours dans le livre. Quand on a le livre seul, malheureusement, vous voyez, il y a des livres saints, mais vous voyez ce qu'on a fait avec.
Donc, tout le paradoxe est là, c'est qu'il faudra avoir déjà l'intelligence nécessaire à la lecture et à la compréhension de cette mémoire qui est imprimée, qui est importante. Mais si on espère découvrir justement l'intelligence permettant de le comprendre dans le livre lui-même, c'est parfois un paradoxe. Et ça peut mener à beaucoup d'exégèse et parfois à beaucoup de guerres. Donc on est toujours heureux d'avoir des personnes qui ont fait des expériences intérieures, qui ont pu interroger leur cœur, ou des personnes qui ont eu, disons, d'autres personnes qui les ont éclairés, à défaut de pouvoir s'éclairer eux-mêmes, et de façon à avoir une lecture la plus, oui, la plus éclairée possible. C'est le cas de l'exemple que je vous ai donné de ces textes. Voilà en quelques mots, comme ça je vous fais gagner du temps. Vas-y, hein, si tu as encore quelques mots. Je ne sais pas ce que je peux dire en plus. Alors attends. Ah oui. Parler de ta... Quelque chose d'important qui te... Quelque chose d'important, disons, dans le Neeching, justement, il y a un chapitre qui dit « J'ai entendu dire que les maîtres qui nous ont précédés ont accumulé dans leur cœur des recettes qui n'ont pu aboutir à des écrits. » C'est dit dans un livre que tout n'est pas dans les livres. Je souhaite m'instruire de ce qu'elles renferment afin de suivre leur application, traiter le peuple, soigner le corps, préserver des 100 maladies. C'est dans le Lingshu au chapitre 6. Ça, c'est la traduction de Husson. Alors, c'est vrai que, oui, il y a une chose que je pourrais rajouter, c'est que ces ouvrages anciens, effectivement, posent des problèmes, y compris pour les Chinois, puisque, écrits dans une langue hermétique, les Chinois d'aujourd'hui ne sont pas tous les héritiers d'une tradition orale non plus, ils ne sont pas tous lettrés. La révolution culturelle est aussi passée par là. L'écriture simplifiée, c'est comme si nous on essayait de comprendre dans le texte directement du français médiéval, c'est pas très évident. Donc, que dire de l'appropriation par d'autres cultures, avec d'autres backgrounds socioculturels, donc, de l'interprétation de ces textes? C'est là où je pense qu'il y a, et c'est peut-être un point commun à discuter, c'est pour moi cette histoire de différence entre le cœur et le cerveau, c'est qu'il faut aller chercher plus profondément une racine commune, c'est-à-dire que oui, on n'est pas chinois, on ne le sera jamais, mais par contre on est sous le même ciel, on est sur la même terre, c'est le génie propre aux Chinois de l'avoir expliqué comme ça, mais quand on approfondit une médecine, quelle qu'elle soit, elle a une dimension universelle, donc on retrouve Hippocrate, on retrouve, enfin voilà, j'ai pas le sentiment de faire de la médecine chinoise, bien qu'ayant suivi pendant 35 ans ce professeur, parce qu'en fait, on a le plaisir de faire de l'humanitaire, de rencontrer des médecins ayurvédiques, des médecins tibétains, des médecins africains, des médecins amérindiens, si on peut dire, on va dire des hommes médecine, parce que c'est vrai qu'après le mot médecine n'a plus forcément la même signification que dans nos facultés, mais disons qu'on a des gens qui ont des approches du vivant qui sont à la fois, alors c'est comme les fleurs, quoi, c'est multiple, c'est flamboyant, mais en même temps, ils sont tous enracinés sur la même terre. Et c'est ça qui fait plaisir. Mais on est obligé de choisir une terre et de s'y planter, et malheureusement Hippocrate n'est plus là, donc on a été faire un détour par un peu plus loin, mais j'ai l'impression de faire la médecine Hippocrate avec des yeux bridés simplement. Voilà. Merci. Bien, merci Patrick. Bravo. Proposer peut-être la parole à Gilles. Nous prendrons, nous ferons des échanges, des apports. Juste, je suis modérateur, ça, et puis je me permets juste d'indiquer que les apports, les questions, les échanges, les liens, tu fais du chinois, hein, sans le savoir, je fais du lien. C'est ça. Pour citer Albert Jacquard, je suis les liens que je crée. Alors voilà, c'est les liens que nous allons créer tout à l'heure, dans l'échange de questions. Un grand merci, je passe la parole Gilles. Pardon, merci. Alors je pense que les sociétés très civilisées n'avaient pas besoin d'écriture. C'est à partir du moment où ça a un peu dégénéré, on était obligé de faire des textes, mais qui restent encore pour nous difficilement compréhensibles. Alors moi je voulais poser une question à Patrick. C'est dans ce qu'il a vécu avec le docteur Leung. Est-ce que d'une part, il recommandait des techniques personnelles de travail sur soi en lien avec la médecine ou en dehors? Et est-ce qu'il y avait derrière tout ça, est-ce qu'il y a un enseignement un peu secret et ouvert à tout, ou bien il y a des choses qui sont ouvertes à certains et pas à d'autres? Alors,
du coup, ça fait deux bonnes questions en une. Je vais peut-être commencer par la deuxième pour revenir sur la première, donc, à savoir s'il y a des choses secrètes dans une transmission orale. Non. Il n'y a jamais de choses secrètes pour une bonne raison, c'est que même quand on donne tout, les gens n'arrivent pas à tout prendre. Donc si en plus on fait des secrets, ça va être compliqué. Donc l'idée de départ, c'est de tout donner. En plus, comme disait le docteur Léong, si on veut que l'humanité avance, il faut que chacun fasse de son mieux et puis que la vague suivante soit éventuellement plus haute et aille encore plus loin que la précédente, sur les épaules de la précédente, pour faire quelque chose de plus. Donc l'idée, évidemment, entre guillemets, c'est pas de garder des secrets, c'est de tout donner. Mais par contre, on est obligé, et tu as raison, alors on peut appeler ça du secret, on doit distiller le savoir. C'est ce que me disait aussi un homme médecine des Cheyennes du Nord. Il disait, c'est de l'homéopathie, l'enseignement. C'est-à-dire, on va déconner toute la journée, puis de temps en temps, on va être sérieux pendant 2 minutes, et là, tu as intérêt à tendre l'oreille, mais ça va pas être à l'occidental, je veux un enseignement de sagesse pendant 3 heures, puis après, je m'en vais. Parce qu'il y a la vie qui fait macérer la chose, et donc, il faut le mettre à l'intérieur. On distille le savoir, c'est-à-dire, on ne va pas tout dire à celui dont on craint qu'il ne comprenne pas encore, ou que du coup, il comprenne de travers. Donc, si je dis quelque chose à quelqu'un dont j'ai l'impression qu'il va pas utiliser correctement ce que je dis, je préfère ne pas le dire. Mais ça, c'est pas du secret, c'est de la préservation de savoir jusqu'à ce que la personne soit prête. Est-ce qu'il y a des pratiques? Ben oui. Le Qigong, la méditation, sont inclus, par exemple, dans les conseils du docteur Léong aux nouveaux étudiants. Il disait pratiquer une forme ou une autre de discipline personnelle, de type Qigong, ou une pratique méditative. Et d'ailleurs, on inclut ça, nous, dans nos enseignements, parce qu'on doit affûter l'outil. C'est nous l'outil du diagnostic, c'est nous l'outil du traitement. Donc si on est émoussé, comment on va pouvoir opérer correctement? On a besoin de faire le vide intérieur pour entendre l'autre. Si on ne sait pas faire le vide intérieur, c'est nous qu'on entend. On fait des projections de nos propres problèmes sur les autres. Donc on est condamné à avoir une pratique personnelle. Comme il disait, prenez d'abord soin de vous si vous voulez soigner les autres. Et ce genre de pratique, comme on disait tout à l'heure, permet de rejoindre notre punching, notre nature racine, notre vraie nature. Et c'est vrai qu'on va réaliser à ce moment-là que le maître ultime, c'est la nature. C'est pas le livre et c'est même pas le maître. C'est quelque chose d'encore plus grand qui est en nous. Mais alors oui, il y a le corps, il y a l'énergie, il y a l'esprit. Dans l'esprit, il y a différents niveaux de conscience, il y a la spiritualité. Tout ça, ça forme une simple unité. Et on doit être en chemin pour pouvoir assurer un peu du haut les personnes qu'on essaye d'aider modestement. Donc ça impose des pratiques personnelles. Oui, moi j'ai des questions pour Gilles. Ah. Alors, oui, donc sur la base de ce que Gilles a expliqué, tu évoques la nécessité de développer justement l'intuition intellectuelle pour pouvoir étudier des textes autrement qu'en restant, disons, dans une logique cartésienne pure. Et justement, dans ton approche, comment estimes-tu possible de développer ce type d'intuition? Est-ce que là aussi c'est par une forme de pratique non intellectuelle pour pas essayer de voir le fond de la mare en la remuant davantage, donc comme aussi des pratiques de type méditative ou pas. J'ai une autre question, je sais pas, peut-être déjà ça. Hein. Alors, l'intuition intellectuelle, c'est une. D'abord, je voudrais donner un peu une définition. C'est une intuition directe qui vient du cœur, qui est liée au cœur et qui vous fait que l'on sait. Ça se produit quelquefois dans la vie par rapport à certaines choses. On sait que l'on sait et on ne peut pas savoir pourquoi, mais on sait, c'est de l'ordre de l'évidence. Alors pour la développer, effectivement, comme l'a dit Patrick, il faut suivre des disciplines. Alors chacun choisit sa discipline. Bon, moi c'est plutôt la méditation, mais plus la pratique de ma tradition. Mais voilà, et donc et c'est aussi le regard que j'ai sur tout ce qui se passe, et puis sur les textes sacrés, en particulier les textes médicaux, en essayant de les regarder plutôt sur un point de vue symbolique, etc. Mais pour essayer de développer quelque chose, et même au niveau des patients. Alors j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi dans la notion du vide, parce que pour moi c'est très important cette notion du vide, c'est-à-dire que alors ça rejoint peut-être la notion de relation dont parlait Jean-Marc.
C'est-à-dire que dans la consultation, il y a deux personnes, deux individualités, deux êtres qui sont l'un en face de l'autre. Mais le diagnostic, il se passe où? Il ne se passe pas en moi, il se passe entre lui et moi. C'est-à-dire que les choses se passent dans le vide qui est au centre. Si on ne fait pas le vide, il ne peut pas y avoir de relation. Si la rue est pleine de voitures, vous ne circulez pas. Si elle est vide, vous pouvez circuler. Donc il peut se passer des choses dans la relation. Alors ça aussi, ça fait partie pour moi d'une discipline personnelle, de culture du vide et de... Alors, bon, quelquefois je me représente la consultation comme le théâtre de l'univers et je regarde ce qui se passe et il peut se passer des tas de choses. Quelquefois je dis je voudrais mourir par terre, peut-être que ça provoque des histoires, etc. Bon, enfin bon. Mais c'est... Voilà, il y a quelque chose qui surgit comme dans l'entre-deux dont parlait l'art, entre le ciel et terre, c'est-à-dire de cette puissance qui surgit au centre, quoi, qui surgit au milieu. Les choses ne nous appartiennent pas. Et quand on est trop préoccupé par le diagnostic, ça ne marche pas. D'accord. Et merci, ça fait le lien avec ma deuxième question. C'est, j'ai une petite difficulté de compréhension entre l'importance de la symbolique et celle du diagnostic, justement. C'est-à-dire, est-ce que la symbolique, dans cette approche de l'acupuncture, remplace le diagnostic, sachant que ce n'est pas le même que celui de médecine occidentale, et sachant qu'il est nécessaire sur un plan trivial pour faire une intervention. Donc j'essaye de comprendre la place exacte des deux dimensions dans l'approche. Alors, pour prendre un exemple, si quelqu'un a des troubles au niveau du front et au niveau du haut du thorax, ça, symboliquement, ce sont deux régions qui sont en haut de quelque chose. D'accord. Voilà. Donc on peut faire des relations sur le plan pratique, hein, entre des troubles qui sont localisés. Alors en plus, il y a la symbolique du corps, c'est-à-dire que par exemple pour moi l'épaule, quand on regarde le caractère chinois, il y a la notion de responsabilité. Ah, donc, okay. Quand il y a des troubles d'épaule, je chercherai à voir s'il y a un problème de responsabilité ou un problème de cet ordre-là. C'est-à-dire que et on dit porter sur ses épaules, donc toutes les expressions qui existent dans le langage courant. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les expressions populaires rejoignent la médecine chinoise. Hein. Je me fais du mauvais sang, reçué. J'ai mal aux reins, c'est jamais les reins, c'est les lombes, mais c'est la biologie des reins, etc. Et il y a toute une médecine comme ça. Et d'ailleurs, comme tu le disais, moi je pense qu'il y a moins de différence entre la médecine chinoise et la médecine d'Hippocrate ou la médecine du Moyen-Âge qu'entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. Ok, ben voilà. Chemin. Ah, ok. Vous induisez une question. Est-ce qu'il est souhaitable, en particulier en acupuncture, d'avoir une initiation? Quand je dis initiation, qu'elle soit judaïque, chrétienne, taoïste, confucianiste, chamanique, quelle qu'elle soit, pourvu que ce soit un maître authentique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une lignée qui ne soit pas auto-proclamée. Souhaitable, oui. Obligatoire, je ne sais pas. Souhaitable, oui. J'ai dit souhaitable, oui, c'est souhaitable. Disons, si je prends aussi mon exemple, c'est vrai que je suis parti d'interrogations personnelles. Il faut avoir soif et aller chercher quelqu'un qui peut nous donner ce qu'on veut, alors qu'effectivement, si on suit des études et qu'on nous gave, ça ne marche pas de la même façon. Donc, dès lors qu'on a soif, on va chercher quelqu'un qui nous initie. Après, la nature de l'initiation, c'est vrai que moi, je suis parti des présocratiques et du taoïsme, et puis voilà. Puis après, c'est effectivement un fil qui se déroule, et le docteur Léon qui expliquait que le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme, ça fait un corps, c'est les trois trésors de la pensée chinoise, et que si on les sépare, on n'est pas un lettré. Donc effectivement, après, qui nous initie? Est-ce qu'on doit faire une part de l'initiation soi-même parce qu'on n'a pas toujours le guide? En tout cas, il y a forcément une initiation, fut-elle intérieure, mais s'il n'y a pas ce chemin intérieur, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, on apprend une thérapie qu'on va répéter toute notre vie sans avoir avancé d'un pas, et puis voilà, quoi. Bonjour, je voulais approfondir un peu cette question d'initiation et de transmission d'une influence spirituelle. C'est près de la bouche. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de réponse. Je voulais savoir si, parce que au sens où vous l'entendez, l'initiation, c'est bien la transmission d'une influence spirituelle à travers un rituel dans une tradition donnée. Ouais. Donc, je voulais savoir si ça existait encore en Chine en particulier,
au-delà de pratiques particulières du Qigong, qui elle-même, à mon avis, peuvent être aussi rattachées à une tradition et avoir cette transmission, mais est-ce que vous l'avez trouvé, est-ce qu'elle existe, est-ce que vous l'avez rencontrée? Disons que, à titre personnel, moi j'ai découvert l'acupuncture dans un monastère zen, donc ça veut dire que j'étais déjà, disons, curieux d'une application pratique de philosophie que j'avais commencé à étudier et je voulais voir ce que ça donnait vraiment. C'est un moine japonais qui m'a mis des aiguilles et j'ai dit tiens c'est drôle. J'ai ouvert un livre pour voir comment ça marchait. Il y avait du Lavier, il y avait quelques ouvrages voilà. Et ça m'a fait tilt de voir que ce que j'avais étudié en philosophie était la base d'un livre de médecine, ce qu'on avait pu chez nous. Donc effectivement, je me suis dit, peut-être je vais aller en Chine. J'ai commencé par frapper à des portes en France, enfin je ne vais pas raconter tout le détail. Toujours est-il que quand je me suis retrouvé en Chine, je n'ai pas du tout eu la même impression, effectivement, parce que le temps avait passé. Et disons qu'on est quand même un peu guidé quand on va en Chine et on atterrit plutôt dans un hôpital, à moins de prendre soi-même le sac à dos et de courir la montagne. Donc c'est vrai que le type d'enseignement officiel en Chine, médecine d'État de la médecine traditionnelle, elle est pas mal sur les standards épistémologiques de la médecine occidentale. Donc si on parle d'intuition à l'hôpital, ils vont nous demander de quoi on parle, c'est sûr. Merci Patrick, merci Gilles. Voilà, j'ai dit intuition, c'est initiation, pardon. Voilà, en fait,